Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire, sont des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Le clairon. Alors, pour le clairon, nous allons mettre en parallèle deux informations qui changent un peu la donne. Premier article, c'est l'article des Échos, qui date du 1er septembre. La révision des chiffres du PIB place le Royaume-Uni parmi les meilleurs élèves en Europe. Je cite les Échos, ce n'est pas une invention de ma part. En effet, donc toujours dans les Échos, on apprend que l'Office national des statistiques, l'ONS britannique, a fortement révisé à la hausse le PIB sur l'année 2021, près de 18 mois après leur première publication. Et donc, on était parti sur un PIB du Royaume-Uni qui devait être 0,6% supérieur, qui devait être 1,2% en dessous de son niveau d'avant-pandémie. Et finalement, il est à 0,6% supérieur. Donc voilà, des chiffres révisés bien à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serait donc le Royaume-Uni se placerait alors la troisième plus forte croissance derrière les États-Unis et le Canada, et donc devant l'Italie, la France et l'Allemagne. Ça, c'est une première information donc, qu'on trouve dans les Échos le 1er septembre. Et puis d'un autre côté, on apprend hier par l'AFP que la Commission européenne a revu à la baisse, cette fois-ci, sa prévision concernant l'Allemagne. À la place d'une croissance de 0,2%, la Commission table finalement sur un recul du produit intérieur brut allemand de 0,4%. Donc on apprend que finalement, en reprenant un peu les chiffres, en les remettant à l'ordre du jour, on voit que finalement la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ne se porte pas si mal. Alors pour en parler, nous sommes avec Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour Clémence Suliakova. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Génération Frexit et auteur des Illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter un petit peu ces chiffres ? Ces chiffres sont quand même très intéressants parce qu'il faut les remettre dans un contexte global. Et un contexte, si j'ose dire, qui est plus médiatique que réel. Moi, j'oppose toujours la réalité du Brexit au discours qu'on a en permanence dans nos grands médias. Il y avait eu le projet de la peur au Royaume-Uni avant le référendum. Il y a même eu un projet de la peur entre le référendum et la sortie officielle du Royaume-Uni avec des gens qui essayaient de renverser le résultat du référendum. Oui. Et maintenant, on assiste plus à un projet de la peur un petit peu au Royaume-Uni, mais surtout en France et dans les autres pays de l'Union européenne. Parce que quel est l'objectif ? C'est de dire un pays qui sort de l'Union européenne s'en sort forcément mal. En tout cas, c'est le discours qu'il cherchait à chaque fois à nous vendre et à mettre en avant. Et c'est vraiment ce qui a été mis en avant dans les médias également. On a vu tous ces témoignages de fin du monde quasiment. Pas de poulet, pas de volaille pour Noël, pauvres enfants, etc. etc. Oui, on nous a même dit qu'ils auraient plus de papier toilette, que ce serait la catastrophe. En réalité, il s'est rien passé de tout ça. Et surtout, quand on regarde les chiffres, finalement, je me rappelle du référendum, il y a un chapitre dans mon livre qui est consacré à ça. Il nous avait expliqué que la bourse allait s'effondrer, que le marché immobilier allait s'effondrer, que la croissance devrait forcément baisser avec une récession énorme, une hausse du taux de chômage. Bon, le taux de chômage, il n'a jamais été aussi bas. Il est à 4,2%. Ils ont un taux d'emploi qui est à 76%. Et si on prend la croissance, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désinformateurs, et je le vois notamment sur les réseaux sociaux et même dans les médias, qui nous disaient « Regardez, le Royaume-Uni est le seul pays qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. C'est bien la preuve que c'est la catastrophe, le Royaume-Uni. » Mais en fait, quand on regarde les chiffres, tous les chiffres économiques, chômage, taux d'emploi ou croissance, le Royaume-Uni a des performances bien supérieures à celles de la zone euro et bien supérieures
à celle de l'Allemagne dont vous parliez. Oui, Enfin, si on justement, prend- oui, si vous pouvez nous les donner un Oui. petit peu, ces chiffres, qu'on fasse des comparaisons. Exactement. Si on prend le taux de croissance 2021, au Royaume-Uni a été de 8,7%. En Allemagne, c'était que 2,6%. Et en zone euro, on était à 5,3%. Si vous prenez les chiffres 2022, le Royaume-Uni avait une croissance de 4,2%. L'Allemagne, c'était seulement 1,6% et la zone euro était à 3,5%. Donc, c'est-à-dire que sur les années 2021 et 2022, systématiquement, le Royaume-Uni a une croissance supérieure. Et si vous groupez les 2 années, pour se rendre compte quand même, c'est une croissance de 9 points supérieure à celle de l'Allemagne. C'est une croissance supérieure de 4 points à celle de la zone euro. Donc, c'est absolument énorme. Ce sont des performances économiques qui sont bien meilleures. Et vous l'avez dit, les prévisions de croissance 2023 ne sont pas extraordinaires au Royaume-Uni. Pour le moment, on peut être le réviser à la hausse, 0,5% de croissance. Mais dans le même temps, l'Allemagne va être en récession de moins 0,4%. Et de facto, l'Allemagne, vous savez qu'une récession, techniquement, on parle de récession quand il y a 2 trimestres de baisse consécutive du PIB. L'Allemagne, de toute façon, est d'ores et déjà en récession si on prend la fin de l'année 2022 et avec une baisse du PIB sur les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Donc, le Royaume-Uni, évidemment, a des difficultés comme la plupart des pays d'Europe et en général, mais déjà, ils n'ont rien à voir avec le Brexit. Et si vous voulez, je peux revenir là-dessus. Mais surtout, si on nous explique et si on veut nous dire que c'est la catastrophe au Royaume-Uni, que le Brexit soit une catastrophe, j'ai envie de vous dire, si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est l'apocalypse en zone euro. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être sérieux. Mais ça, on ne vous le dit pas dans les médias. Il faut être sérieux. Étant donné que le Royaume-Uni a une meilleure performance que la zone euro, si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est l'apocalypse en zone euro. Et les difficultés actuelles du Royaume-Uni, parce que tout n'est pas rose, de toute façon, le Brexit, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, si vous voulez. Quand vous sortez de l'Union européenne, vous avez une continuité juridique et concrètement, le lendemain, il ne se passe rien. La seule différence, c'est que vous avez repris le contrôle, c'est-à-dire que vous êtes à nouveau maître de vos lois et c'est vous qui décidez la politique que vous allez mettre en place. Tout dépend de la politique qui est mise en place, évidemment. Exactement, c'est ça la puissance de la sortie. Mais pourquoi le Royaume-Uni a des difficultés dans une moindre mesure par rapport à la zone euro? Ce qui est intéressant quand on se penche là-dessus, ça n'a strictement rien à voir avec le Brexit. Le Royaume-Uni a des problèmes, comme c'est le cas d'ailleurs en zone euro, d'inflation. Ça n'a absolument rien à voir avec le Brexit. Ils ont de l'inflation parce qu'il y a eu de la création monétaire en grande partie. Et ça, c'est ce qu'a fait la Bank of England et ça existait avant le Brexit. Et ils ont fait la même erreur que la BCE. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a de l'inflation en zone euro. Il y a une difficulté qui est plus pour les particuliers britanniques en tant que tels. C'est le fait que, avec cette inflation, il y a les taux d'intérêt qui sont remontés. Sauf que vous le savez peut-être, le système bancaire au Royaume-Uni fait que la plupart des prêts pour les particuliers sont à taux variable. Donc forcément, ça fait une difficulté additionnelle, mais ça, c'est quelque part structurel. Ça existait avant le Brexit, ça n'a rien à voir. Et l'autre grande difficulté du Royaume-Uni, c'est évidemment au niveau de son mix électrique, qui est très dépendant du gaz. Et avec l'explosion des prix du gaz, eh bien, ils ont eu un prix de l'électricité qui s'est renchéri énormément. Bon, cela dit, nous, on le paye aussi parce qu'on est dans la stupidité du marché de l'Union européenne de l'électricité, alors qu'avec le mix électrique français du nucléaire, normalement, nous devrions nous en sortir très bien, mais ce n'est pas le cas à cause des règles de l'Union européenne. Et le dernier point, c'est que eux aussi ont fait les sanctions contre-productives contre la Russie. Donc forcément, ça a un coût pour leur économie et ça a un coût, en l'occurrence, notamment pour le prix domestique du gaz. Donc quand vous prenez ces différents éléments, en fait, ils n'ont strictement rien à voir avec le Brexit. Donc c'est amusant de voir cette propagande et de voir tous les partisans de l'Union européenne qui sont là à essayer, en tout cas, ils sont là, ils crient pour essayer de nous dire que ce serait la catastrophe au Royaume-Uni. Surtout, ne faites pas la même chose. On voit que c'est plus une sorte de méthode couée de propagande que la réalité. Le Royaume-Uni a des difficultés, mais s'en sort globalement beaucoup mieux que les autres pays qui sont dans l'Union européenne. Mais c'est très intéressant ce que vous avez expliqué, que finalement, le Brexit, j'allais dire le Frexit, le Brexit n'est qu'une méthode, n'est qu'un moyen et pas une fin, et que derrière, il faut une politique. Et c'est vrai que là, vous le dites, finalement, la Grande-Bretagne a été assez suiviste, le Royaume-Uni a été assez suiviste sur les autres politiques, comme la sanction contre la Russie ou la dépendance au gaz.
et peut-être ces ajustements, on va dire, sur les fonctionnements de l'énergie chez eux. Donc, finalement, ça permet aussi aux personnes qui pensent à un éventuel Frexit, justement, cette fois-ci, de réfléchir à la politique qui doit être mise en place. Et que, finalement, être Frexiteur n'est pas un objectif en soi. Bah, évidemment, vous savez, moi, depuis, j'ai toujours dit que le Frexit était un moyen en soi et que de toute façon, pour recourir à la souveraineté, pour reprendre le contrôle, le Frexit a un moyen et reprendre le contrôle, qui est le slogan de la génération Frexit, est bien plus large que le seul Frexit. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une souveraineté, notamment industrielle, une relocalisation, bah ça prend 10, 20 ans parce que ça va se faire par filière au fur et à mesure avec un protectionnisme, des aides ciblées. Ça se fait pas en un claquement de doigts parce que vous êtes sorti. Si vous voulez avoir une souveraineté complète d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire se passer autant que faire se peut des énergies fossiles et relancer la filière nucléaire, parce qu'il n'y a que par le nucléaire qu'on y arrivera, bah ça c'est pareil, ça prend évidemment plusieurs années, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc le Frexit, c'est évidemment un moyen, c'est la même chose d'ailleurs pour la politique migratoire. Quand on sort du jour au lendemain, comme on est dans le cadre de l'espace Schengen, on n'a pas de poste frontière. Bah, évidemment qu'il faut mettre des postes frontières, recruter des douaniers, ça se fait pas du jour au lendemain, même si il faut le savoir qu'il est essentiel. On ne peut pas reprendre le contrôle sur l'immigration dans le cadre de l'Union européenne et de Schengen. C'est pour ça que ça m'amuse un petit peu le débat actuel sur le référendum sur l'immigration. Si vous n'êtes pas hors de Schengen et hors des règles de l'Union européenne sur regroupement familial et autres, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles de dire que vous allez baisser drastiquement les flux migratoires. Donc c'est un tout. Évidemment que c'est une condition qui est nécessaire, mais derrière, il faut à la fois de la volonté politique et pour certains éléments de type souveraineté énergétique, relocalisation, réindustrialisation, ça, il est évident que ça prend du temps. Il faut mettre les politiques adéquats derrière pour mener à bien ces objectifs. Charles-Henri Gallois, arrêtons-nous une seconde sur ce que vous venez de dire, parce qu'on connaît pas mal de candidats, dont Éric Zemmour, par exemple, qui disent qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Revenons, par exemple, vous dites la souveraineté énergétique, elle ne peut pas être modifiée tant qu'on sera en Europe. Pourtant, on peut déjà choisir de sortir du marché de l'électricité, c'est ce que d'autres pays ont fait. Vous parlez de l'immigration, je sais que les reconquêtes parlent souvent de l'exemple du Danemark en disant regardez, eux ils y arrivent. Alors que répondez-vous à tout cela? Alors, pour le marché de l'électricité de l'Union européenne, ça dépend ce qu'on dit par sortir du marché. C'est-à-dire que les deux exemples qui sont mis en avant, c'est le Portugal et l'Espagne. En réalité, ils sont pas sortis du marché, ils sont même pas sortis du mode de calcul des prix. Qu'est-ce qu'ils ont négocié de façon temporaire, pas permanente avec l'Union européenne, mais temporaire, c'est de pouvoir subventionner les prix du gaz. Et comme ils restent dans le mode de calcul de l'électricité en subventionnant les prix du gaz, c'est-à-dire que contrairement au bouclier tarifaire qui protège, entre guillemets, les particuliers, là, comme vous subventionnez le prix du gaz, ça fait baisser les prix de gros de l'électricité par la méthode de calcul qui indexe en gros le prix de l'électricité sur le gaz. Mais ils sont pas sortis du tout du marché. C'est le même mode de calcul des prix. C'est pas un retour à un monopole public, ce qui est le problème de l'Arenh en France où on est obligé pour avoir une concurrence artificielle de donner de l'électricité bon marché à des concurrents parasites. C'est pas une sortie du marché de l'électricité de l'Union européenne. On pourrait éventuellement négocier et sortir unilatéralement du mode de calcul des prix pour ce qui est de l'énergie nationale, mais sortir du marché, pour moi, c'est aussi retour à un monopole public. C'est évidemment sortir du mode de calcul et revenir à un monopole public, c'est impossible, c'est interdit par les traités de l'Union européenne. Et concernant l'immigration ? Concernant l'immigration, déjà, il faut savoir que le Danemark avait un opt-out sur ces questions-là, et les opt-out, c'est-à-dire des retraits de certaines clauses des traités, bah ça ne peut se négocier qu'en amont. Il a beaucoup utilisé le Royaume-Uni. Voilà. Le Royaume-Uni l'a fait également, mais ça ne peut se négocier qu'en amont. Vous le faites jamais après, parce qu'une fois que le contrat est signé, sinon, vous savez, l'Union européenne, c'est l'effet cliquet. On peut pas revenir en arrière. On peut que faire exactement. plus. Et l'Union européenne n'est que du traité et des droits. Si chacun dit, bah moi après coup, je veux pas ça, bah en fait, il n'y a plus l'Union européenne, ça n'existe pas. Et il faut bien comprendre que sur l'immigration, vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration illégale dans le cadre de Schengen, et même expulser les étrangers délinquants, ce que j'appelle de mes vœux. Ça ne sert à rien si vous êtes dans Schengen. Le lendemain, ils peuvent revenir par l'Italie, par l'Espagne, par la Grèce, sans aucun contrôle. Donc en fait, c'est limite pire. Et vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration illégale dans le cas de Schengen. Et l'immigration légale, je le rappelle quand même, le plus gros pourvoyeur en France, c'est le regroupement familial. Et ça, c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc certains essayent de nous vendre un référendum
sur l'immigration en modifiant éventuellement la Constitution française, mais ça ne changerait rien en fait. Vous avez toute une jurisprudence qui sacralise la supériorité des traités et du droit de l'Union européenne sur le droit national, et surtout, au sein même de notre Constitution, vous avez l'appartenance à l'Union européenne. Et donc, quand il y a une ambiguïté, quand il y a deux propositions contraires, qu'est-ce qui se passe? C'est le juge qui va trancher. Vous savez que le juge français est non seulement pro-Union européenne, mais il est pro-immigration. Donc, c'est complètement illusoire, quand vous n'êtes pas complètement séparé de l'Union européenne, de penser que vous allez réduire les flux migratoires. Vous dépendez également d'une juridiction idéologisée. Voilà. Ouais. En fait, le référendum sur l'immigration sans référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est Giorgia Meloni, c'est le Karcher de Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est-à-dire c'est un Karcher sans eau. Ouais. Si vous voulez un Karcher avec de l'eau, il faut, oui, un référendum sur l'immigration, mais il faut un référendum en même temps sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que sinon, vous ne pourrez pas appliquer le résultat qu'auront choisi les Français. Donc, c'est un référendum pour rien. Oui, c'est bien noté, Charles-Henri Gallois. On organisera peut-être un débat avec les candidats de Reconquête. Parce que, volontiers. Sur ces questions-là, je pense qu'il y a matière. Je rappelle que vous êtes président de Génération Frexit et auteur de Les illusions économiques de l'Union européenne. Et on parlait de ces très bons résultats du Royaume-Uni qui se portent plutôt mieux que l'ensemble des pays européens. Tiens donc.